Donc ça chauffe. On reprend l'énergie, on chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur, qui fait tourner des turbines et ça fait l'électricité. Voilà. Mais la bombe atomique, ben, c'est une centrale nucléaire mais ultra rapide. Donc comme toute l'énergie est dépensée en une microseconde, elle s'en va sous forme de chaleur et d'une onde de choc. Mais le problème, il est le suivant. C'est que la nature, pour nous, n'est pas toujours très très bien faite. C'est que pour faire cette fameuse réaction, celle-là, il faut de l'uranium-235. Or, l'uranium, on en a des gisements sur Terre. C'est un métal, l'uranium tout bête. Hein, c'est un métal blanchâtre, très très malléable. Seulement, si je creuse et que je trouve de l'uranium, en moyenne, voilà, je vais avoir 99,2% d'uranium-235. Et celui-là, si on tente de faire ça, guette. Ça marche pas. Il fait rien. Lui, il n'est pas intéressant. C'est ça, l'uranium intéressant. Mais on n'en a que 0,7%. Alors le problème, c'est que si vous prenez de l'uranium naturel et que vous voulez faire une bombe atomique avec, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'uranium-235. Ça va foirer. Pour pouvoir faire une bombe atomique, et c'est pour ça qu'il y a si peu de pays qui peuvent en faire, c'est pas le problème d'avoir de l'uranium. L'uranium naturel, on peut en avoir. Il y a des gros gisements en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir de l'uranium à 90% d'uranium-235. 90%. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut prendre l'uranium et séparer le 238, le mettre de côté et ne garder que le 235. Alors si c'est des grains de sable, c'est déjà difficile d'avoir à séparer des grains de sable, qui sont plus ou moins gros. Les pommes encore c'est facile. Mais quand c'est des petits atomes qui sont invisibles à l'œil nu, comment faire? Alors c'est là, c'est très très difficile. Et l'être humain étant toujours, surtout pendant la guerre, comme on voulait faire la bombe atomique, l'être humain a mis tout son savoir à le faire, et l'homme blanc qui est toujours ingénieux a réussi à faire. Grâce à des centrifugeurs, grâce à ce qu'on veut, on sépare l'uranium-238 qui est plus gros ce là, et l'uranium-235 se met là. Ou alors on fait des systèmes de micro-passoires de façon à enrichir l'uranium. C'est-à-dire qu'ici vous avez de l'uranium où il n'y a que 0,7% d'uranium-235, oui, et à la fin, en faisant passer de micro-passoire en micro-passoire, vous arrivez à un mélange où il y a 90% d'uranium-235. Et là, vous allez pouvoir faire votre bombe atomique. Donc, pendant la guerre, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, eux, se sont précipités. Ils voulaient faire cette bombe atomique, ce que Hitler ne voulait pas faire, d'ailleurs. Hein, entre parenthèses, si c'était Hitler qui l'avait fait, qui l'avait utilisé, on aurait dit, preuve que c'est un sale barbare. Mais quand c'est les démocraties qui l'utilisent, c'est normal. Donc, les Américains, eux, se sont précipités. Ça rend tellement d'énergie que l'équivalent d'un sucre d'uranium vous fait une bombe atomique qui vous pète à la figure et qui peut faire 70 000 morts en un quart de seconde, un rendement que les nationaux-socialistes n'ont jamais réussi, mais que les démocraties, elles, savent faire parfaitement bien. Encore une fois, de quel côté est le mal, je vous le demande. Non. Bref. Alors, ce qui s'est passé, donc c'est pendant cette guerre, on s'est pressé pour faire la bombe atomique. Et puis après la guerre, une fois qu'on a eu cette bombe atomique, et puis qu'il n'y avait plus besoin, enfin, on en fabriquait toujours pas mal, mais on a décidé de faire des centrales nucléaires, je vous ai dit, des bombes atomiques lentes, juste pour récupérer un peu de chaleur et pas pour se prendre une grosse explosion dans la figure, sauf à Tchernobyl quand ça va pas. Mais normalement, ça n'explose pas. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis les années 40 ? On enrichit de l'uranium, c'est-à-dire qu'on prend de l'uranium, on garde au mieux le 235, et on arrive avec de l'uranium enrichi. Et naturellement, tout le 238 qu'on a retiré, c'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'uranium de 235 puisqu'on l'a gardé. Donc, pour faire des centrales nucléaires, il faut de l'uranium enrichi, de façon à avoir à peu près 5 à 10% d'uranium 235. Et pour faire des bombes atomiques, je vous rappelle, c'est 90%. Donc ce qui fait que depuis les années 40, puis même depuis les années 50, on enrichit en permanence de l'uranium. C'est-à-dire qu'en permanence, on se trouve avec de l'uranium appauvri. Et ça, on ne savait pas quoi en faire. Alors ce qu'on faisait de cet uranium appauvri, parce qu'il est quand même radioactif, on le mettait dans des fûts, on les recouvrait de barium, et on entrepose ça dans des mines, au fond de la mer. Les Anglais ont fait ça au fond de la mer, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ressort et la Manche est bourrée et polluée, bourrée de radioactivité. Mais parallèlement, il y avait un problème militaire. C'était le problème des obus. Je vous rappelle, à partir de la guerre 14, on a fait des bombes. Ces bombes,
on a fait en parallèle le char. Et naturellement, les bombes, on a utilisé des bombes, on a essayé d'utiliser des obus pour détruire les chars. C'est pour ça qu'on a inventé des obus à percuteurs. Quand ça percutait, boum, ça explosait. Alors le problème, au départ, ça a bien marché, mais après, les chars, le blindage, on l'a fait comme ça. Donc l'obus, le temps qu'il arrive dessus, boum, il ne perçait plus le blindage. Alors le problème, c'est qu'un obus qui ne perce plus le blindage, à partir du moment où le percuteur a fait son explosion, si c'est au-dessus du char, c'est foutu. Alors on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire des obus qui, avant d'exploser, vont percer le blindage. Ils vont exploser à l'intérieur du char. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on a fait les obus, ce qu'on appelle un pénétrateur. Vous avez ici un obus traditionnel. Dès que ça arrivait sur le char, pof, ça pétait. Et ici, vous avez l'obus avec un pénétrateur. Mais là, cet obus, grâce à ça, le pénétrateur, c'est lui d'abord qui va trouer le blindage. Et ensuite, une fois que le blindage sera troué ou bien entamé, l'obus va exploser. Alors, naturellement, on a inventé ces pénétrateurs. Alors, c'était quoi au départ? C'était de l'acier. Parce que l'acier, ça fait quand même 7,8 tonnes par mètre cube. C'est un métal assez dense. Bon, et puis, naturellement, les chars, ils se sont blindés de plus en plus. Et puis, on a inventé les blindages hybrides, c'est-à-dire des mélanges de blindage, de fibres de verre, etc. Il y a toujours une compétition entre les fabricants de chars qui fabriquaient des blindages de plus en plus performants et les fabricants d'obus qui voulaient trouver des pénétrateurs de plus en plus performants. Alors, dans les dernières années, jusqu'à il y a 20 ans, on avait trouvé des pénétrateurs, c'était des alliages de tungstène. Et puis, un jour, il y a un militaire qui s'est dit, mais au fait, là, l'uranium, c'est le métal le plus dense sur la Terre. Il y en a des tonnes là qui servent à rien. Il n'y a qu'à l'utiliser, surtout qu'il est facilement malléable. Alors on s'est dit, oui, ça serait peut-être intéressant. Alors que le tungstène, c'était du 17 tonnes par mètre cube, l'uranium appauvri, on était à 18 tonnes par mètre cube. Alors on s'est dit, bon, ça va sûrement donner un peu mieux, mais ça ne va pas faire des miracles. Ce sera un peu mieux. Et puis, on a fait des tests. Et là, alors que par exemple, un obus au tungstène perçait à 2 km, l'obus à l'uranium appauvri perçait aussi à 2 km. Mais l'obus à l'uranium appauvri perçait aussi à 2 km 500 encore, 500 mètres plus loin. Donc on avait gagné beaucoup plus. Et l'obus à l'uranium appauvri perçait encore à 3 km. Or pourtant, on n'avait pas tellement gagné en densité. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'uranium appauvri, ça a l'air d'être la chose magnifique, alors que c'est pas tellement plus dense? Voilà, le secret, il est dans ce dessin. Voici le tungstène. En fait, le tungstène, imaginez-vous, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça arrive sur le char, ça s'écrase. Alors naturellement, ce qu'on espère, c'est qu'en s'écrasant, ça va quand même percer le blindage. Mais plus ça s'écrase, plus ça devient rond, et plus ça perd sa force. Donc voilà pourquoi le tungstène, à 2 km, c'était fini. Ça ne marchait plus. Ça s'écrasait trop fort, et puis c'était fini. L'uranium appauvri, c'est complètement différent. Et quand ça arrive sur le char, au lieu de s'écraser en boule, ça s'affûte. C'est-à-dire que c'est l'extérieur, le blindage du char joue comme quelque chose qui affûterait un couteau. C'est-à-dire que ça le râpe et ça devient de plus en plus pointu. Donc plus l'uranium pénètre à l'intérieur du blindage, plus il est pénétrant. Ce qui rend l'uranium appauvri si efficace, c'est le fait que non seulement il garde sa forme, mais en plus, si vous voyez une vraie photo, il devient encore plus pointu. Pour les pénétrateurs, les autres matières en compétition comme le tungstène s'écrasent. Les pénétrateurs en tungstène ne sont pas aussi efficaces. Et les différences, je crois, sont classifiées. En gros, c'est une différence qui permet d'atteindre une cible à 3000 mètres, alors qu'avec le tungstène, on n'ira pas plus loin que 2000 mètres. C'est donc un avantage tactique réel. Le gain était énorme. Pourquoi? Parce que, déjà ça perçait le blindage. Mais en plus, quand ça rentrait dans le blindage, à cause du frottement, le métal était porté en fusion. Donc l'équipage du char reçoit une douche de métal en fusion. Cette douche, en plus, ce métal en fusion, dès qu'il y a des vapeurs d'essence ou des armes, ça fait tout péter. Et voilà pourquoi il y a des films tout à fait fous où on voit un char qui est touché, notamment les chars irakiens qui sont touchés par les obus à l'uranium appauvri, en 5 secondes, pouf, tout pète. Lors de l'impact, quand il touche sa cible, l'obus en fusion se fera son chemin à travers la matière.
Ça provoque la dispersion de l'uranium. L'oxyde se forme et dans le tank, on a une douche d'uranium brûlant. Dans ces conditions, tout ce qui peut brûler brûlera, tout ce qui peut exploser explosera. Et tout le monde est mort. Donc, l'équipage, même ceux qui ont survécu, qui ne sont pas grillés par l'uranium appauvri, l'équipage n'a même pas le temps de sortir. Et il y a la fameuse photo où